Hello, we are joined today by well-known French journalist, editor-in-chief of the Walternet News magazine, Thierry Meyssan. I'm glad to see you, dear Thierry. It's amazing and pleasant to hear from you again. Thank you so much for taking the time to talk to me and the Foundation to Battle Injustice. Over the past few weeks, European and American mass media have been doing their best to make their large audience believe that Russia will soon send armed forces to seize the territory of Ukraine. The Washington Post, the New York Times, CNN, Deutsche Welle, Le Figaro, Le Monde, the Daily Mail, Guardian, and others anonymously speak that the Russian government will literally give an order to the army to invade Ukraine within a matter of days. In your opinion, does the West have at least the slightest possible reason for such statements, and what is their purpose? En fait, ça n'est pas du tout la question, parce que le problème vient de ce que la Russie a rendu public le 17 décembre dernier une proposition de traité garantissant la paix entre les États-Unis et la Russie. Et comme les États-Unis ne souhaitent pas du tout répondre positivement à cette proposition, ils organisent un contre-feu avec la question ukrainienne. Mais jamais la Russie n'a eu l'intention d'envahir l'Ukraine. C'est juste une manière de détourner l'attention du vrai problème. It is known that the long-standing mission of the Russian leadership is to convince the United States and NATO to come to an agreement on security guarantees in Europe. In particular, not to deploy medium and short-range missiles in the Eastern European countries and to give written pledges about the non-entry of Ukraine and Georgia into the North Atlantic Alliance. In a sense, this is a matter of a long-term pan-European peace. For what reason are the United States and some of its European partners trying to present Russia's diplomatic efforts as an act of aggression? En fait, cette histoire est très ancienne parce que l'OTAN a été créée après la Deuxième Guerre mondiale et c'est une organisation contre l'Union soviétique. Et à ce moment-là, l'Union soviétique a répondu en créant le pacte de Varsovie. Mais l'OTAN est contraire à la Charte des Nations Unies. Parce que l'OTAN, ça n'est pas une fédération, comme aujourd'hui l'Organisation du traité de sécurité collective. C'est une organisation dans laquelle les États-Unis dirigent et les alliés sont de simples vassaux. Ceci s'oppose à la Charte des Nations Unies qui prévoit que tous les États sont indépendants et égaux entre eux. Là, il n'y a pas d'égalité. C'est quelque chose de très important parce que durant toute la guerre froide, l'OTAN a pu organiser des assassinats politiques et des coups d'État dans les États membres. Si vous voulez, par exemple, ce qui s'est passé en Grèce avec le coup d'État des colonels, ça c'est l'OTAN qui l'a organisé. Aujourd'hui, cela fonctionne toujours pareil, quoi qu'on en dise. Ainsi, on peut se souvenir que lorsqu'il y a eu l'invasion de la Libye, l'OTAN n'a pas respecté ses propres statuts. Normalement, l'invasion de la Libye aurait dû être décidée par le Conseil atlantique. Mais les États-Unis savaient que plusieurs États alliés étaient opposés à la destruction de la Libye. Donc, on n'a pas réuni le Conseil atlantique, on a fait une réunion à part avec les membres que l'on avait choisis, ça a eu lieu à Naples, et là, on a décidé d'envahir la Libye et de détruire ce pays. Aujourd'hui, lorsque l'OTAN crie qu'on va envahir l'Ukraine, c'est aussi un prétexte pour renforcer ce système d'ingérence de l'OTAN chez les États membres.
D'ailleurs, le Pentagone a dit qu'il était en train de réorganiser les réseaux stay behind de l'OTAN. En, en Ukraine, qui n'est pas membre de l'Alliance Atlantique, en théorie, mais en fait, obéit déjà à l'Alliance Atlantique. Dans le cas de l'Ukraine, on a mobilisé des réseaux néo-nazis et ces réseaux reçoivent l'aide de l'OTAN, directement ou indirectement, et de toute manière, ils sont encadrés par la CIA et par le MI6 britannique. Les Anglais et les États-Unis ayant ensemble cette domination de l'OTAN depuis sa création, même si les Britanniques aujourd'hui sont évidemment beaucoup moins forts. Donc, la question posée par la Russie, c'est l'existence même de l'OTAN. Si les États-Unis doivent respecter la Charte des Nations Unies, ils doivent transformer l'OTAN ou en fait la dissoudre. A few days ago, the White House called Russia the aggressor, and US President Joseph Biden ordered an additional contingent of American troops to be sent to Europe. Does this mean that the United States is deliberately escalating the conflict over Ukraine and sacrificing European security to its geopolitical ambitions? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que les États-Unis n'ont absolument pas l'intention de faire la guerre à la Russie et à la Chine. C'est beaucoup trop fort pour eux. Par contre, les troupes qu'ils ont envoyées sont des troupes mal entraînées. Ça n'est pas du tout des soldats capables de se battre contre l'armée russe. Vous savez, l'armée des États-Unis, c'est une armée énorme, mais elle n'est pas, dans son ensemble, elle n'est pas capable de se battre contre des soldats entraînés d'un grand pays. C'est une armée qui ne se bat que contre de petits États du tiers-monde. Aller détruire l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie, tout ça, c'était des pays qui n'avaient pas d'armée, qui avaient eux-mêmes des armées ou qui étaient placés sous embargo depuis au moins une dizaine d'années. Donc, ils n'avaient pas du tout les moyens de répondre. C'est très facile de taper sur des gens que l'on a déjà placés sous sanction. Là, l'armée russe, c'est maintenant une armée entraînée et une armée capable de combattre contre des ennemis ayant les mêmes capacités. Et il se trouve que l'armée russe a aujourd'hui un armement largement supérieur, aussi bien au plan conventionnel qu'au plan nucléaire, tout à fait supérieur à celui des États-Unis. Bon, sur le nucléaire, tout le monde sait que la Russie dispose de missiles Zircon, de missiles avant-garde, qui lui permettent de toute manière de détruire la force de frappe des États-Unis. Mais on a vu en Syrie que l'armée russe a désormais toutes sortes de matériel de très haute qualité, bien supérieurs à ceux des États-Unis, dans un combat conventionnel. Il faut se souvenir que l'armée syrienne, au départ, n'avait pas du tout d'armes. Elle était placée sous embargo depuis plus de 20 ans, quelque chose comme ça. Bon. Et c'était les djihadistes qui avaient des armes modernes. Donc, l'armée syrienne se battait contre des djihadistes avec des armes américaines. Bon.
Lorsque les Russes sont arrivés, tout ça a été balayé. Ça a demandé un peu de temps, ça a demandé plus de temps que prévu d'ailleurs, mais l'armée russe a testé ces nouvelles armes et aujourd'hui elle sait les manier. Donc, moi je ne crois pas du tout que les États-Unis escaladent en Ukraine. Ce qu'ils font, c'est une manière de mobiliser leurs propres alliés. De dire, oh là là, c'est dangereux, les Russes arrivent, protégez-vous, protégez-vous, et nous allons vous sauver. C'est un peu enfantin. There are reports from various sources that the United States is preparing anti-Russian provocations in the Donbas and other parts of Ukraine. For example, on February 1st, WalterNet published an article that the employees of American private military companies are being implemented in the Donbas, and agents of British and American intelligence services are going to actively use Ukrainian neo-Nazi groups against Russia. How real and large is the threat of terrorist attacks or provocations to discredit or draw Russia into the war by paramilitary groups controlled by the United States? Alors, pour moi, il y a un très gros risque de provocation, mais pas pour provoquer une guerre. Il y a un risque de provocation pour placer les Alliés en position de faiblesse. Voyez, les Russes attaquent. C'est très grave. Vous devez tout de suite, accepter tout ce que nous vous demandons. Voilà. Donc ça, oui, les États-Unis peuvent le faire. Ils en ont l'habitude. Au Moyen-Orient, ils ont l'habitude de manipuler les organisations islamistes. En Europe, ils manipulent les organisations nazies. Bon, ça n'est pas beaucoup de personnel, il n'y a pas beaucoup de gens dans ces organisations, mais on peut leur faire absolument n'importe quoi. It cannot be said that European elites and especially European citizens unconditionally support the statements about the allegedly unavoidable Russian aggression, which are spread by the United States, Canada, and the United Kingdom. For example, recently, French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian said at the moment there are no signs that Russia is ready to take any action in Ukraine. A number of German politicians spoke in approximately the same way. Some of them are actively calling for peaceful dialogue at any cost and condemned American statements. Other Americans in this case clearly and openly act in order to cause damage to European interests? Ah. Alors là, sûrement, les États-Unis n'ont absolument aucun intérêt à aider les Européens. Au contraire, vous savez, depuis 1991, à l'époque, c'était Paul Wolfowitz qui avait rédigé un rapport pour le président Bush, le père, et il avait expliqué qu'il fallait empêcher qu'une nouvelle puissance surgisse qui puisse concurrencer les États-Unis. À l'époque, la Russie était en miettes. C'était la période de Yeltsin et c'était l'effondrement de la Russie. Mais l'Union européenne se développait et Paul Wolfowitz a écrit qu'il fallait empêcher l'Union européenne de pouvoir se développer au point de concurrencer les États-Unis. En 1991, il considérait que le principal ennemi des États-Unis, c'était l'Union européenne. Ceci n'a pas changé. Les États-Unis considèrent que l'Union européenne, c'est le volet civil de la pièce dont le volet militaire est l'OTAN. Tout ça, ça marche ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une commission européenne qui n'est pas élue, mais parce que cette commission est chargée de transcrire en droit européen les demandes de l'OTAN en matière de normes. Vous
savez, parce que, par exemple, dans l'Union européenne, quand on construit une route, il y a une norme qui est fixée par l'OTAN pour construire cette route, puisqu'il faut que les chars de l'OTAN puissent emprunter cette route. Donc, les États-Unis considèrent aujourd'hui qu'ils doivent utiliser les demandes russes pour affaiblir les États européens et particulièrement affaiblir la première puissance économique en Europe, l'Allemagne. C'est pour ça que aujourd'hui tout tourne autour du gazoduc Nord Stream 2. Ce gazoduc devrait permettre de fournir en énergie la totalité de l'Union européenne sans avoir à remplacer le gazoduc qui passe par l'Ukraine, parce qu'il y a une augmentation constante de la demande d'énergie en Europe. Au début, on disait c'est pour remplacer le gazoduc ukrainien, mais à long terme, ça n'a pas de sens. Donc, les États-Unis sont prêts à couper ce gazoduc pour que l'Allemagne n'ait plus la possibilité de produire des voitures et d'aller les vendre en Chine, par exemple. Bon. Identiquement, les États-Unis demandent à tous les États européens d'envoyer des armes et des troupes en Ukraine ou autour de l'Ukraine, mais dans tous les cas, c'est dépenser leur argent pour rien. C'est une manière de les saigner, de les priver de ce qu'ils ont contre un ennemi imaginaire. It's well known and accepted that NATO and the United States in 1991 promised the leadership of the Soviet Union not to expand their military bloc to the east. Every American president has consistently broken this promise. In the 30 years since the collapse of the USSR, the North Atlantic Alliance has grown by 14 states, almost twice. Why was the gigantic growth needed contrary to the agreements? Who does NATO consider its main threat after the dissolution of the Soviet Union? Alors, en 91, il y avait le problème de la réunification des deux Allemagnes. Et à cette époque-là, le chancelier Helmut Kohl et le président français François Mitterrand défendaient la même position que la Russie. Il n'est pas possible d'étendre l'OTAN à l'Est sans menacer la sécurité de la Russie à terme. Donc, lorsque l'on a fait la réunification allemande, il y a eu un traité que absolument tous les États de la région ont signé, et bien sûr les États qui occupaient l'Allemagne, disant qu'on acceptait que l'OTAN puisse utiliser le territoire de l'Allemagne de l'Est, mais qu'il n'y aurait plus aucune extension de l'OTAN au-delà de l'Allemagne de l'Est. Ça a été signé par tout le monde. Et non seulement ça, mais par la suite, ça devait être en 1980, non, en 2010, il y a eu un traité au sein de l'OSCE, ça devait être la déclaration d'Astana au Kazakhstan, qui explique que, bien sûr, tous les États sont libres de leurs alliances militaires. Et n'importe quel État peut appartenir à n'importe quelle alliance militaire. C'est tout à fait normal. Cependant, aucun État des 57 pays de l'OSCE ne peut
assurer sa sécurité au détriment de celle des autres. Donc, je trouve ça très important parce que dans la réponse que les États-Unis viennent d'adresser à la Russie, ils font référence à ce texte. Mais ce texte a deux principes, il n'en a pas qu'un. Eux retiennent que chaque État est libre d'adhérer à une alliance militaire. D'accord. Mais si l'Ukraine signait le traité de l'Atlantique Nord, mais n'entrait pas dans le commandement intégré de l'Atlantique Nord, il n'y aurait pas de problème. Mais l'Ukraine a l'intention, et les États-Unis ont l'intention de faire entrer l'Ukraine et la Géorgie dans le commandement intégré, c'est-à-dire de placer les armées de l'Ukraine et de la Géorgie sous commandement d'un officier des États-Unis. Ça, évidemment, c'est inacceptable. C'est la même situation que lorsque en 1961 ou 63, là, je ne sais plus, les États-Unis avaient placé des missiles en Turquie pour menacer l'Union soviétique, et l'Union soviétique avait répondu en plaçant des missiles à Cuba pour menacer les États-Unis. Bon, évidemment, cet équilibre-là est impossible. On ne peut pas faire ça sans provoquer la guerre. Donc les États-Unis l'avaient compris dans les années 60 et l'Union soviétique avait retiré ses missiles et les États-Unis avaient retiré leurs missiles atomiques de Turquie. Mais nous ne l'acceptons pas aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Russia and Ukraine have been united for a long time. Those two countries are inextricably linked culturally, historically, mentally. In the 1990s, the single organism fell apart. After that, numerous centers for brainwashing, Europeanization and Westernization of Slavic culture started operating on the territory of Ukraine. A couple of decades later, Ukraine and Russia were made strategic enemies. What are the Western elites ultimately striving for in the issue of Russian-Ukrainian relations? Alors là, la réponse est compliquée parce que les dirigeants politiques à Washington, les membres du Congrès, la haute administration, tous ces gens-là n'ont pas conscience de la réalité. Pour ces gens-là, les États-Unis sont encore aujourd'hui la première puissance économique et militaire du monde, ce qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre. Donc pour ces gens-là, les États-Unis ont le droit de faire ce qu'ils font parce qu'ils sont les plus forts. Il y a un deuxième groupe autour du président Biden, mais ils sont très peu nombreux, de gens qui regardent la réalité telle qu'elle est. Donc eux, ils savent que les États-Unis n'ont plus les moyens d'imposer leur ordre dans le monde. Ils comprennent que la Russie veut provoquer le retrait des États-Unis et ils essayent de ralentir ce retrait. Voilà. Mais malheureusement, il y a un troisième groupe. Ce troisième groupe, c'est celui qu'on appelle les néoconservateurs, mais ça n'est pas très juste comme expression. Ce troisième groupe, ce sont des gens qui ont été formés par un philosophe qu'on appelle Léo Strauss, qui est mort aujourd'hui, qui vivait à Chicago. Et donc, Léo Strauss leur a expliqué comment créer une dictature mondiale.
Alors, ça n'est pas dans ses écrits philosophiques, c'est dans ce qu'il a dit à ses disciples. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus, mais il n'y a pas d'écrit. En tout cas, ce groupe de personnalités a envoyé à Moscou, ce devait être au mois d'octobre dernier, l'un de ses membres, la sous-secrétaire d'État Victoria Nuland. Victoria Nuland, c'est la personne qui avait organisé le coup d'État de la place Maïdan en 2014. Mais c'est aussi la personne qui avait organisé la fin de la guerre d'Israël contre le Liban en 2006. Israël était en train de se faire écraser par le Hezbollah et Victoria Nuland a déclaré un cessez-le-feu pour permettre le retrait israélien sans qu'il soit poursuivi par le Hezbollah. Donc, cette dame, elle appartient à une famille très, très puissante, puisque pratiquement tous les membres de sa famille sont de très hauts responsables des think tanks les plus durs à Washington. Donc, ce groupe-là qu'elle représentait est allé dire à Moscou que les États-Unis exigeaient que les Russes rentrent dans leur rang. Bon, évidemment, cet entretien s'est très très mal passé. Certains disent même que ce sont les diplomates russes qui ont mis Madame Nuland à la porte, mais bon, je ne sais pas. En tout cas, elle devait avoir 2 autres entretiens après qui ont eu lieu, qui ont été un peu plus calmes. Elle devait aussi rencontrer le président des organisations juives de Russie. Et là, ça n'a pas eu lieu. Les Juifs de Russie ont refusé de rencontrer Madame Nuland après cet entretien. Et donc, elle est partie après avoir provoqué une alerte générale des autorités russes. 15 jours après, William Burns, le directeur de la CIA, est venu à son tour à Moscou pour expliquer au ministère des Affaires étrangères, excusez-nous, tout le monde aux États-Unis n'est pas comme Madame Nuland, nous sommes plus raisonnables, nous pouvons discuter, etc. Donc on voit que dans l'administration de Joe Biden, il y a 2 groupes qui essayent de se contenir l'un l'autre. Et c'est là qu'est la vraie guerre. Elle n'est pas entre la Russie et les États-Unis. La vraie guerre, elle est à l'intérieur de l'administration Bush, entre le groupe qui a été éduqué par Léo Strauss, les Straussiens, dit-on, et puis le reste de l'administration. Donc, moi, je crois qu'il faut aborder cette opposition actuelle avec la conscience qu'elle ne se réglera pas par les armes entre la Russie et les États-Unis, mais s'il doit y avoir un règlement par les armes, ce sera à Washington, entre les 2 groupes. Peut-être les Européens seront emportés dans ce mouvement. Il peut y avoir des États européens qui traversent des moments très difficiles à cause de ça. Mais quand je dis des États européens, je parle de l'Union européenne et puis les États qui vont adhérer à l'OTAN. Je ne parle pas de la Russie, évidemment, ou de la Biélorussie. Mais
pour ces États-là, comme ils n'ont plus d'indépendance et que leurs dirigeants politiques ne sont habitués qu'à obéir, pas à prendre d'initiative. Des événements peuvent surgir et les frapper durement. Ce sera peut-être d'abord eux les premières victimes. The United States invaded Iraq and Afghanistan in 2020, bombed Libya, Syria, and Somalia, and organized state coups. However, if according to the American ruling establishment, an independent state tries to act independently and follow its strategic interests, then sanctions, threats, and sometimes bombs fall on it. How can sovereign countries or states that wish to become sovereign jointly resist the dictate and hegemony of the United States? Alors, les États-Unis, je le disais au début de cet entretien, ne savent se battre que contre des pays qui n'ont pas les moyens de riposter. Bon, c'est facile d'aller écraser l'Afghanistan. Bon, si on tue tout le monde, on y arrive, évidemment. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, depuis le lendemain de ces attentats, les États-Unis ont adopté une doctrine militaire qu'ils n'ont jamais publiée. Mais nous savons qu'ils l'ont adoptée parce qu'elle a fait l'objet d'articles dans les revues de l'armée de terre des États-Unis et que, au fur et à mesure de son développement, il y a eu des articles de spécialistes militaires aux États-Unis pour expliquer ce qu'ils faisaient. Donc, c'est ce qu'on appelle la doctrine Rumsfeld-Zebrowski. Donald Rumsfeld était le secrétaire à la défense et l'amiral Arthur Zebrowski était son conseiller stratégique. Donc, l'idée, c'est que les États-Unis ont pris une carte du monde et ils ont dessiné les régions qui sont intégrées à l'économie globale. Donc ces régions, c'est évidemment les pays de l'OTAN, mais c'est aussi la Russie et la Chine. Et ils ont dit, ces pays-là, on ne peut pas les attaquer. Et ils ont regardé les pays qui ne sont pas intégrés à l'économie globale, c'est-à-dire l'Amérique latine, l'Afrique, et ce qu'ils ont appelé le Moyen-Orient élargi. Qu'est-ce que ça veut dire, Moyen-Orient élargi? Eh bien, c'est cette région du monde qui va du Maroc jusqu'au Pakistan et qui comprend la Corne de l'Afrique. Donc, toutes ces zones-là, d'après l'état-major des États-Unis, on doit en détruire les États. Comprenez bien, il ne s'agit pas de détruire les pays, il s'agit de détruire les États, les structures politiques, pour que ces États, pour que ces peuples ne puissent plus se défendre, pour qu'on puisse piller ce que l'on veut chez eux. Et ils ont commencé à appliquer cette stratégie au Grand Moyen-Orient, d'abord en Afghanistan, puis en Irak, puis en Libye, d'abord un peu au Liban, en Libye, en Syrie, au Yémen. Et ils ont également mené des opérations dans d'autres pays sans qu'on y déclare de guerre, y compris chez des grands amis à eux, y compris par exemple en Arabie Saoudite, où vous avez toute une région qui a été pratiquement rasée, mais personne n'en parle. Donc cette stratégie, ils ont
plusieurs fois déclaré qu'ils allaient l'abandonner. C'était l'objectif de la commission Baker-Hamilton sur ce qui s'était passé en Irak. La commission Baker-Hamilton avait dit mais c'est effrayant ce qu'on a fait là-bas, on a tué plein de gens, c'est un chaos impossible, nous devons nous retirer d'Irak. Oui, nous retirer d'Irak, mais pas abandonner cette stratégie. Les États-Unis ont alors mis des soldats privés pour continuer cette stratégie à la place de l'armée régulière des États-Unis. Et aujourd'hui, regardez bien, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie, chaque fois, ce sont des guerres qui devaient durer 1 ou 2 semaines, peut-être un mois. Et en fait, aucune de ces guerres ne s'est terminée, sauf le cas particulier de la Syrie. Donc, les États-Unis, quand ils arrivent dans un pays, détruisent toutes les structures politiques. C'est ça leur objectif. Ça n'est pas gagner la guerre, c'est détruire les capacités de se défendre. Et ils maintiennent la guerre sur place le plus longtemps possible. Le président Poutine a dit récemment que ce qui était très curieux aujourd'hui, c'est que on ne gagnait plus de guerre. Les États-Unis livraient une guerre, mais elle ne se terminait pas. Eh bien, pour moi, ça, c'est le constat le plus important. Depuis 2001, les États-Unis ne terminent aucune guerre. Les États-Unis déclenchent de nouvelles guerres, mais des guerres sans fin. C'est ce que disait George Bush, des guerres sans fin. Voilà. Donc, ce qu'ils ont fait au Moyen-Orient, ils l'ont fait parce qu'ils se sont appuyés sur les djihadistes. Alors, ils combattent les djihadistes, mais en même temps, ils les forment, ils leur donnent des armes. Et ça, ils peuvent le faire en Europe, où ils vont combattre les nazis, mais en fait, c'est eux qui les arment et qui les structurent. It's no secret that there are no insoluble differences between Europe and Russia. There are serious disagreements between the United States and Russia. However, Europe has much more points to contact with Russia. Europe is extremely important for Russia, economically, financially, politically, as well as Russia for Europe. And European countries and Russia able to sort out all the pressing diplomatic issues on their own without involving third countries that are located overseas. La question de l'Europe dans sa partie orientale et dans sa partie centrale et occidentale, c'est une question qui s'est toujours posée. L'Empire russe a dû affronter l'Empire britannique. Tout le 19e siècle a été dominé par cet affrontement. Aujourd'hui encore, ce sont les Britanniques qui inspirent en permanence la politique des États-Unis contre la Russie. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi la classe dirigeante en Russie a une telle admiration pour la Grande-Bretagne. Ce pays est exactement l'opposé de ce qu'est la Russie. Vous savez, en Russie, on cherche d'abord à être un homme responsable de lui-même. En Angleterre, on cherche à dominer par n'importe quel moyen. Donc, ces deux manières de concevoir la vie qui sont totalement opposées et incompatibles.
je disais au début de cet entretien que l'OTAN n'a jamais combattu l'Union soviétique et l'OTAN n'a jamais combattu la Russie. Mais l'OTAN a toujours combattu ses propres membres. Les actions de l'OTAN, les seules qui soient connues, c'est l'attaque en Yougoslavie et la guerre en Libye. La Yougoslavie, c'était le territoire européen. Les États-Unis y ont construit un État fictif, le Kosovo, qui n'existerait pas sans eux. Et l'Union européenne a construit un autre État fictif, la Bosnie-Herzégovine, qui est une colonie de l'Union européenne. Le fait que l'Union européenne puisse avoir une colonie et les États-Unis puissent en avoir créé une dans les années 90, c'est quelque chose d'absolument aberrant. Et en plus de cela, les États-Unis ont organisé toutes sortes d'opérations secrètes dans les États membres. Alors, par exemple, en France, moi je cite toujours cette question-là. En France, il y a eu l'organisation de l'armée secrète. C'était des gens qui étaient opposés à l'indépendance de l'Algérie. Et l'organisation de l'armée secrète a été soutenue directement par la CIA pour qu'elle assassine le président Charles de Gaulle. L'OAS a fait une quarantaine de tentatives d'assassinat contre lui, toujours avec le soutien des États-Unis. Bon, et lorsque le président de Gaulle a décidé de mettre l'OTAN à la porte en France, parce que le siège de l'OTAN était à Paris, il a dit, bon, maintenant vous devez partir. Ils sont allés à Bruxelles. Mais lorsqu'il a dit ça, évidemment, il s'est exposé un peu plus. Et les États-Unis ont organisé le mouvement de mai 68. Alors, tout le monde est allé sur des barricades, personne ne savait trop bien pourquoi, on contestait l'autorité, quelque chose était organisé, mais on ne savait pas quoi était organisé. Écoutez, moi je me souviens à l'époque, j'étais un petit enfant, hein, mais mon père était un responsable du parti gaulliste et il recevait des notes qui lui étaient rédigées par Charles Pasqua, qui expliquait comment les États-Unis organisaient ce mouvement. Pendant le mouvement, il recevait ça. Je m'en souviens, je les ai vus, ces documents. Donc, voilà, eux, ils n'ont pas hésité à tenter de renverser le président de Gaulle, et celui-ci a été sauvé par l'Union soviétique et par le Parti communiste français, qui ont organisé la descente en masse du peuple de Paris pour manifester son soutien à Charles de Gaulle avec Charles Pasqua. Mais ils ont fait plein d'autres choses. En Italie, ils ont assassiné le président du Conseil, Aldo Moro, parce qu'il était en train de nouer des relations avec les pays de l'Est. Donc, en fait, ils ont commis ce genre de crime dans presque tous les États membres de l'OTAN. Donc, pour moi, les véritables victimes de l'OTAN, ce sont d'abord les Européens de l'Ouest et du Centre. Mais ici, personne n'en a conscience.
ici, personne ne connaît l'histoire. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'affaire de Cuba. Bon, ben, les Européens savent qu'il y a eu des missiles soviétiques à Cuba, mais ils ignorent qu'il y avait des missiles des États-Unis en Turquie. Ils ignorent ce que je viens de raconter sur les armées secrètes de l'OTAN dans l'Union européenne. Ils ignorent les liens entre la Commission européenne et l'OTAN. Nous sommes dans une région du monde où plus personne ne connaît sa propre histoire et où personne ne voit les événements tels qu'ils se passent. Nous ne voyons que l'écume des vagues. And the last question for today. In your opinion, is the world ready for multipolarity and other countries of the world ready to become truly independent so as not to dance to the tune of the only superpower, especially if we remember that this superpower has repeatedly stained itself with someone else's blood? Alors, aujourd'hui, les institutions dans le monde sont toujours unipolaires. Toutes les grandes organisations internationales sont placées sous l'autorité des États-Unis, quoi qu'on en raconte. Bon. La Russie et la Chine ont décidé que ça devait se terminer. Les États-Unis répondent en faisant croire à leurs alliés que la Russie demande le partage du monde en zones d'influence. Aujourd'hui, si vous lisez les journaux européens, on ne parle que de zones d'influence. Donc, faut-il que l'Ukraine soit dans le camp de la liberté, ou est-ce qu'il faut que l'Ukraine soit sous la dictature russe? Mais ça n'est pas du tout la question qui se pose. La Russie et la Chine ne proposent pas de diviser le monde en zones d'influence. Comme vous le dites, elles envisagent un monde où chacun est responsable de lui-même et où des alliances militaires permettent de sécuriser les États. La Russie a donné l'exemple avec l'organisation du traité de sécurité collective, puisque dans cette organisation, tous les membres sont égaux. Bon, bien sûr, c'est la Russie la plus forte, mais la Russie ne peut pas imposer sa volonté à l'Arménie ou au Kazakhstan. Donc, le modèle que nous donne aujourd'hui la Russie est un modèle tout à fait pacifique. Mais nous continuons à raisonner comme durant la guerre froide. C'est très curieux, on ne comprend pas que l'Union soviétique, qui avait adopté la doctrine Brejnev, lui permettant d'imposer le pouvoir de Moscou sur les États du pacte de Varsovie, l'Union soviétique a disparu, ça n'existe plus. Et la Russie ne raisonne pas comme l'Union soviétique, elle raisonne comme la Russie. Cette question des zones d'influence, ça met en cause la manière dont nous réfléchissons depuis 70 ans. Et probablement dont nous réfléchissons auparavant avec les empires coloniaux du XVIIIe et XIXe siècle.
nous n'avons jamais considéré les peuples d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie comme indépendants. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de peuples qui n'étaient pas du tout indépendants à cette époque-là, hein, mais il y avait des États, et des États qui méritaient le respect. Donc ça, nous ne le voyons pas, nous ne le comprenons pas. Et aujourd'hui, quand nos dirigeants politiques parlent, ils n'en ont toujours pas conscience. Vous parliez tout à l'heure de Jean-Yves Le Drian. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui résonne comme au XIXe siècle. Sauf que, pour lui, la France appartient à l'empire des États-Unis. Voilà. Et c'est un bon élève des États-Unis, avec quelques privilèges dans cet empire, mais voilà, il obéit aux États-Unis. Voilà, je trouve ça extrêmement triste. Et bon, j'espère que vous, en Russie, vous allez continuer à vous développer de manière indépendante et qu'à un moment, nous suivrons cet exemple. Thank you, Monsieur Thierry. Thank you for finding time to meet with me again. Your unique expertise is so important to us. We stay in touch. You have a good day, and I hope I'll see you soon again. See you. Bye-bye. Bye.